Bon, il est 16, donc on va commencer. Du coup, aujourd'hui, on va parler de fractal et de dimensions. C'est un sujet très vaste. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Et donc, ce sera... faut pas hésiter à me dire de ralentir un peu et, ou soit de m'inciter à faire des digressions ou me freiner quand ça arrive, selon ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez soit les poser dans le chat, et Jeff me les dira, soit juste ouvrir votre micro et puis poser votre question. Ça peut être plus sympa si c'est plus interactif. Ok, donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va d'abord voir un peu ce que c'est une fractale, avec leur histoire, quelques exemples, et puis on va arriver à quelques définitions. Ensuite, on va parler de dimensions, parce que c'est deux concepts qui sont très liés. Et on va voir comment calculer en fait des dimensions de fractales et puis quelles informations ça nous donne. Et puis ensuite, on va voir des utilisations de fractales un peu partout dans le monde. Ok. Alors, la fractale la plus connue, je dirais, c'est l'ensemble de Mandelbrot. L'ensemble de Mandelbrot, c'est quelque chose qui est défini de façon très simple. On regarde cette fonction qui a un nombre, ceci son carré plus une constante. Ici, ça va être des nombres complexes. Et cette fonction, qui est donc juste une parabole, on va l'appliquer plusieurs fois. Et donc, on a Pn de C, qui est la fonction appliquée n fois à 0. Ça nous donne quoi? Ça nous donne P1 qui est égal à C, P2 qui est donc égal à C carré plus C, etc., etc. À chaque fois, on met au carré et on rajoute la constante. Ça nous donne une suite de nombres complexes pour chaque valeur de départ C. Donc si par exemple on met 0, on tombe sur 0, puis 0, puis 0. Donc cette suite est constante. Si on met moins 1, non, si on met 1 par exemple, on a 1, ensuite on met au carré, donc ça fait 1 plus 1, 2. On met au carré 2, donc ça fait 4 plus 1, 5. On met au carré, ça fait 25 plus 1, 26. Voilà. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des fois où la suite, elle reste bornée, par exemple pour 0, et des fois, elle diverge, par exemple pour 1. Et l'ensemble de Mandelbrot, ça va être justement, précisément, les nombres complexes tels que la suite associée reste bornée. C'est-à-dire qu'elle reste proche de l'origine. Elle ne tend pas vers l'infini, comme pour 1. Donc on pourrait se dire, ok, c'est très bien, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de magie. La magie, elle arrive quand on essaie de regarder, justement, quand on dessine les points qui sont dans cet ensemble. Si par exemple, on met les points qui sont dans l'ensemble de Mandelbrot en blanc, et ceux qui sont à l'extérieur en bleu-vert, je dis ça parce que c'est les couleurs que j'ai utilisées, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. C'est assez surprenant. C'est surprenant, pourquoi? Parce qu'on est parti de quelque chose d'extrêmement simple, et on arrive à une structure qui est très complexe. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de... C'est assez surprenant. Là, ce qu'on voit, c'est donc tous les points ici, donc pas en blanc, plutôt en noir, c'est les points pour lesquels la suite converge. Enfin, pas forcément converge, mais reste bornée. Elle peut osciller entre plusieurs points, et en fait, c'est ça qui se passe souvent. Donc ici, ça reste borné, ici aussi. Et puis partout, ça diverge. Plus c'est rouge, en fait, plus ça veut dire qu'on est proche d'un point qui reste borné. Et donc, on pourrait se demander, voilà, à quoi ça ressemble plus en détail, et on pourrait, par exemple, zoomer un petit peu sur cette partie-là, et se rendre compte que, on a une copie de l'ensemble de départ, juste beaucoup plus petite, et avec une différence en plus, c'est qu'on a des petites antennes. Donc, c'est pas exactement le même ensemble, mais réduit. Il y a ces excroissances en plus.
Va plus fort. En fait, il vous entend. Et en fait, l'ensemble de Mandelbrot, on le retrouve à plein d'endroits à l'intérieur de lui-même. On en retrouve un ici, on en retrouve un là. Je ne sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Je vais assumer que oui, et puis sinon, il faudra imaginer où je la pointe. Oui, on la voit. Oui, ok. Et puis, il y en a de nouveau un petit là dans l'antenne, etc. Maintenant, si sur la version de base, on n'avait pas zoomé devant, mais plutôt ici, dans ce qu'on appelle la vallée des hippocampes, on aurait eu une image qui ressemble à ça. Pourquoi cet endroit, on l'appelle la vallée des hippocampes? Parce qu'en fait, ici, si on regarde dans l'autre sens, ça ressemble un peu à un hippocampe. Et donc, on voit plein de patterns assez variés. Ici, on a des hippocampes, ici, on a des doubles spirales. Et je pourrais vous faire une visite comme ça pendant assez longtemps de cet étrange pays. Il y a beaucoup d'endroits qui sont nommés. Il y a des vallées, des rivières, etc. C'est un sujet assez vague, juste la cartographie de l'ensemble de Mandelbrot. Mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. Je vous conseille enfin, pas plus. Je vous conseille d'aller regarder des vidéos là-dessus sur YouTube. Il y en a vraiment beaucoup et elles sont assez sympas. Ok, donc ça, c'est la fractale la plus connue. Maintenant, le premier exemple vraiment de fractale qu'on a eu, c'est les fonctions de Weierstrass. On n'avait pas encore le terme de fractal, il est arrivé plus tard. Mais donc le 18 juillet 1872, il y a Karl Weierstrass qui, à l'Académie royale des sciences de Prusse, a présenté une fonction qui, à l'époque, était très surprenante, qui l'est d'ailleurs encore aujourd'hui, qui a la remarquable propriété d'être continue partout, mais dérivable nulle part. Cette fonction, elle est assez simple. Elle s'écrit comme une série de cosinus. En fait, c'est une série de Fourier en cosinus. Et elle a deux paramètres, A et B. Si A fois B est plus grand que 1, alors on a qu'elle est continue partout et dérivable nulle part. Cette fonction, si par exemple on prend A égale 1,5 et F égale 3, on obtient un graphe comme ça, où en fait on a cette idée d'avoir toujours des détails, des plus petites oscillations. Donc un bon contre-exemple pour vos cours d'analyse. C'est un contre-exemple pour 50 000 autres trucs, cette famille de fonctions, mais pareil, ce sera un autre séminaire. Et ça a d'ailleurs déjà été un séminaire. Un peu plus tard, on a les ensembles de Cantor qui ont été découverts donc, en 1874, donc 2 ans plus tard, par Henry John Stephen Smith, donc pas Cantor, évidemment. Je ne sais pas vraiment où s'arrête son prénom et son nom de famille, mais on va prendre ça comme un nom en entier. Et un peu plus tard, donc, par Cantor, et on a donné, donc, comme traditionnellement, le nom à la deuxième personne qui a découvert ça. Plus sérieusement, Cantor, il a surtout fait une étude plus détaillée, il les a étudiés dans un contexte plus général, et ils est apparus aussi dans un contexte de transformé de Fourier. Et cet ensemble, on peut le voir comme les réels qui n'ont pas de 1 dans leur développement en base 3. Alors ça, si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, parce qu'on a une autre construction. L'idée, c'est de prendre le segment 0,1, donc que j'ai représenté en orange ici, et de le couper en 3, et d'enlever juste le tiers du milieu. Donc on se retrouve avec 2 segments, donc le segment 0, 1 tiers, union 1 tiers, 2. Et ensuite, on refait ce processus. Sur chaque segment, on enlève le tiers du milieu, on enlève le tiers du milieu. Donc étape par étape, on va arriver à... on va pas arriver... Alors, il y a un écho assez désagréable. Et en fait, la fractale, c'est aucune des étapes, c'est les points qui sont présents à toutes les étapes. Déjà, c'est important de remarquer que c'est non vide, c'est-à-dire que les points sur le bord, ils sont là tout le temps. Donc, c'est un sous-ensemble de l'intervalle 0,1 qui est indénombrable, qui n'a pas de point isolé, qui est dense nulle part et qui a plein d'autres propriétés. Bon, c'est tout pour l'ensemble de Cantor aujourd'hui. Une dernière
Ok, pas une dernière, mais une autre fractale qui est très connue, surtout par des gens qui ne savent pas que c'est une fractale, c'est la Grande-Bretagne. Et plus précisément, la côte de la Grande-Bretagne. Maintenant, c'est un objet assez différent de ce qu'on avait avant, mais il est important historiquement, parce qu'en fait, c'est donc Lewis Fry Richardson, qui est le Richardson d'analyse numérique, qui est un mec absolument incroyable et qu'on ne connaît pas assez. Et je pense que je pourrais aussi faire un séminaire dessus, mais qui était un pacifiste, et donc il étudiait, entre autres, la guerre. Et il essayait de comprendre la probabilité qu'il y ait une guerre entre deux pays en fonction de la longueur de la frontière. Et donc, il récolte des données sur les longueurs des frontières, et notamment pour la frontière entre le Portugal et l'Espagne, il trouve des données très différentes, du style 300 km, 500 km, des choses qui varient beaucoup. Et donc, il s'interroge, mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on ait une erreur de 80% sur une valeur? Et en fait, il se rend compte que c'est un problème d'échelle. C'est-à-dire que si on mesure la longueur d'une frontière ou d'une côte en prenant un point tous les 10 km, et ensuite on les relie par des segments et on regarde la longueur, ça va nous donner une certaine valeur. Maintenant, si on fait pareil, mais qu'on met des points tous les kilomètres et qu'on les relie, ça va nous donner une valeur qui est plus grande, parce qu'elle prend en compte plus de détails et plus de petits virages et de petits angles. Pour une côte, ça prendra en compte plus de criques et de promontoires, etc. Et donc, en fait, il y a un problème d'échelle. Parce que si on change d'échelle, on a plus de détails. Et c'est ça, bon, il n'a pas publié ce papier, il a été publié après sa mort, mais c'est ça qui a inspiré Benoît Mandelbrot à développer ce concept de fractal. Ok, donc on a quelques critères qui correspondent du coup à l'intuition qu'on veut avoir de fractal. C'est quelque chose de pas différenciable. Quand on le regarde, ça ressemble jamais à, en zoomant, ça ressemble jamais à une droite. Il y a toujours des détails. On a cette notion de complexité qui dépend de l'échelle, c'est-à-dire que si on regarde notre objet à une grande échelle ou à une petite échelle, on a plus de détails, il est plus complexe. C'est plus difficile de décrire la côte de la Grande-Bretagne en 1/25 millième, sur une carte 1/25 millième, que sur un planisphère, où ça ressemble juste à un nez. On a cette notion de choses qui sont récursives, comme l'ensemble de Cantor, où par exemple, c'est composé de petits bouts qui sont identiques au total. L'ensemble de Cantor, il est composé de 2 bouts qui sont identiques à lui-même, mais plus petits. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des ensembles qui sont autosimilaires ou autosemblables. Et puis, des fois, on n'est que pseudo-autosimilaires, comme dans l'ensemble de Mandelbrot, où les copies, elles ne sont pas identiques, mais elles ressemblent. On avait des excroissances. Bref, ça caractérise la notion d'irrégulier. Pas au sens de non régulier, parce que l'ensemble de Cantor, il est très régulier, mais au sens de rugueux. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien gentil ça, Diego, mais ce n'est pas une définition. Et c'est en effet pas une définition, c'est plus une caractérisation. C'est-à-dire que les fractales, c'est des choses qui ont à peu près ça. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin de... à la fois, on n'a pas besoin de définition de fractale, parce qu'on ne va jamais dire soit F une fractale, et c'est difficile d'en donner une, parce que c'est des objets qui sont très, très variés. Et donc, Mandelbrot lui-même, il a posé plusieurs définitions, plus ou moins larges, mais au final, il s'est mis d'accord d'utiliser le terme fractal sans définition formelle, juste comme un terme général qui s'applique à tout ce qui correspond à l'intuition de fractal. Maintenant, bon, on est quand même là pour faire des maths, et bon, si je m'arrêtais là, ce serait un peu dommage. Donc, je vais quand même vous donner une définition de fractal qui est la plus générale en restant une définition mathématique. Alors, qu'est-ce que c'est une fractale? C'est quelque chose qui est dans un espace métrique. Donc, on prend F,
un sous-ensemble d'un espace métrique. Et on dit que c'est une fractale si sa dimension de Hausdorff est plus grande que sa dimension topologique. Donc bon, j'ai défini un terme en utilisant deux qu'on ne connaît pas. Mais grosso modo, c'est une fractale si on a un nombre qui est plus grand qu'un autre. Et le premier nombre, il va capturer cette idée de détail qui dépend de l'échelle. Et la dimension topologique, ça correspond à l'intuition que vous avez de dimension. Voilà. À peu près. C'est quoi l'intuition de dimension? Une dimension, on a envie de dire qu'une courbe, c'est de dimension 1, une surface, c'est de dimension 2, un volume, c'est de dimension 3, etc. Mais qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit, en un certain sens, le nombre de coordonnées qu'on a besoin pour décrire un point de l'objet. Pour une courbe, on peut avoir juste la distance à partir du départ. Pour une surface, on aurait les coordonnées x, y, et pour un cube, clairement, on peut décrire tous les points du cube avec 3 coordonnées, de façon bien, c'est-à-dire avec un difféomorphisme. En fait, ça correspond aussi à localement, dans combien de directions on peut bouger. C'est-à-dire que si je suis sur le cœur, à un endroit, je peux aller soit à droite-gauche, soit au bas. Là, je peux juste aller avant, arrière. Et en fait, ça correspond à ce qu'on appelle la dimension de l'espace vectoriel local. Si on regarde un point autour, ça ressemble à R1, R2, R3, etc. Cette notion-là, c'est la notion de dimension d'un manifold. Un manifold, on a un cours là-dessus en troisième année. Je ne vais pas le faire, ce n'est pas le but. Mais c'est justement quelque chose qui, localement, ressemble à Rn. Donc si on prend une sphère, par exemple, une sphère, donc par exemple la Terre, si on se balade un moment dans un champ, le champ, il ressemble à un plan. C'est quelque chose de plat qui a deux dimensions, il ressemble à R2 localement. Du coup, la sphère, c'est un manifold de dimension 2. Si on avait considéré une boule, donc avec l'intérieur, donc une sphère pleine, et qu'on se balade à l'intérieur de la boule, ce serait de dimension 3. Donc dans la Terre, on peut se déplacer dans des tunnels dans 3 dimensions. Ok. Ça marche bien quand, localement, on est un espace vectoriel. C'est-à-dire que localement, en fait, on est lisse. Mais le problème, c'est que dans le monde, les objets ne sont pas lisses. Il y a seulement les objets mathématiques qui sont parfaitement lisses, qui sont même des fois dérivables, C infini, etc., ou analytiques. En pratique, le monde ne ressemble pas à ça. Je ne sais pas si vous avez beaucoup vu à quoi ressemblait le monde ces derniers temps, à cause du Covid. Moi, pas trop, mais en tout cas, le monde, c'est plutôt ça. Et on voit qu'il y a à aucun endroit, il y a cette notion de lisse. Il y a toujours plus de détails. Et en fait, je ne vais pas parler Emmanuel Broad parce qu'il l'a très bien dit, mais en fait, les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes, ce n'est pas des cônes, les côtes ne sont pas des cercles, et l'écorce n'est pas lisse, tout comme la lumière ne voyage pas en ligne droite. En fait, ce qui dit par là, c'est que cette notion de manifold, de choses lisses, ça capture mal un réseau à déconnecter. Est-ce que vous m'avez toujours entendu ou est-ce que ça a coupé? Ça a coupé. Et tu t'es arrêté à la manifold, ça capture mal. Ok. Quelque chose. Ok. Un manifold, ça capture mal une des particularités des objets du monde, c'est-à-dire leur détail. Ça capture très bien d'autres choses, et c'est très utilisé, par exemple, en physique relativiste ou des choses comme ça, et en mathématiques aussi. Enfin bref. Mais il y a cette notion que ça ne capture pas. Donc on va essayer de trouver une notion qui ne se base pas sur cette idée de lisse. Donc on a la dimension topologique, qui est un concept qui correspond à notre intuition, mais pas dans sa définition, qui n'est pas pratique à travailler, qui n'est pas très joli, et qui principalement marche, mais qu'en pratique, on n'utilise pas.
Je ne vais pas vous lire la définition parce qu'en fait, elle n'est pas très intéressante. Je vais juste vous expliquer, selon cette définition, pourquoi un segment est de dimension 1. Si je prends un segment, si je prends le crayon, si je prends un crayon donc, et un segment, je peux le recouvrir par des ouverts. Si je le recouvre par un nombre fini d'ouverts, je peux toujours prendre un raffinement tel que, mettons que mon raffinement, ça devienne ça. Alors lui, c'est lui, hop. Et puis on prend cet ouvert-là, quoi. Je peux toujours prendre un raffinement tel que chaque point soit contenu dans au plus 2 ouverts. Et puisqu'il peut être contenu au plus dans 2 ouverts, on va dire que c'est de dimension 2 moins 1 égale 1. Pour un carré, on a pareil, qu'on peut toujours raffiner un recouvrement fini d'ouverts en faisant en sorte que chaque point soit contenu dans au plus, là du coup, j'ai mal fait mon raffinement, mais qu'il soit contenu dans au plus 3 ouverts. Et donc, vu qu'il peut être contenu dans au plus 3 ouverts, on dit qu'on est de dimension 2. C'est quelque chose de très générique, qui marche à peu près partout, mais c'est juste pas pratique dans la vie courante. Mais ça correspond à notre intuition. Et c'est défini vraiment de façon très large. Il faut juste un espace topologique assez séparé. Ok, ça capture pas la notion de fractal, ceci. La notion de fractal, on va la capturer différemment. L'idée, c'est qu'on va recouvrir par des boules aussi, mais mieux qu'avant. Et si j'ai un segment, par exemple, de longueur 1, et que j'essaie de le recouvrir par des boules de rayons de diamètre, mettons, 1 tiers, je vais en avoir besoin de 3. Quoi. Je ne vous apprends pas grand-chose. À peu près 3. Certains diront 4, mais chut. Si maintenant je veux le faire avec des boules de rayon 1 dixième, j'en vais avoir besoin de 10. Si je fais avec des boules de rayon 1 millième, j'en vais avoir besoin de 1000. Bref, le nombre de boules est proportionnel et inversement proportionnel à leur rayon. C'est-à-dire que si j'ai un rayon de R, j'ai besoin de à peu près 1 sur R boules pour le recouvrir. Pour le carré, on fait la même chose, mais si mon rayon c'est R, je vais avoir besoin de 1 sur R carré boule. Pourquoi? Parce que si je veux le recouvrir avec des disques de rayon 1 dixième, je vais en avoir besoin de 100. Si je veux recouvrir avec des disques de rayon 1 centième, je vais en avoir besoin de 10 000. Et donc c'est inversement proportionnel au carré du rayon. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose qui est donc proportionnel à R puissance moins 1, ici R puissance moins 2, 1, 2, dimension 1, dimension 2. Donc ça pourrait être une façon de faire correspondre notre intuition au bon chiffre. En fait, c'est exactement ça qu'on va faire. Dans le cas... Et ça, c'est cette idée-là qui motive la notion de dimension de Hausdorff. Problème, c'est que là, on était au clair, là on parlait de longueur, là on parlait d'air. Pour un volume, on parle de volume. Okay. Mais on a besoin de généraliser ça. L'idée, en fait, c'est qu'on va arriver à une notion de dimension non entière. Et donc, on a besoin d'avoir cette notion de taille pour une certaine dimension. Et donc, la taille 1, ça va être la longueur. La taille 2, ça va être l'air. La taille 3, ça va être le volume. On appelle ça une mesure. En maths, la mesure, c'est ce qui capture la notion de taille. Une très connue, c'est la mesure de Lebesgue, qu'on voit en analyse 3. Qu'est-ce que c'est cette mesure de Hausdorff? Cette notion de taille pour on prend donc un réel positif, mais voilà, on prend un réel positif. Et on regarde ces quantités. Bon, on oublie le Liminf pour l'instant.
on a... l'idée, c'est de recouvrir S. Donc, une couverture de S, c'est juste, on prend des boules et on veut que l'union de toutes ces boules soit plus grand que S. C'est ce qu'on faisait avant. Et donc, on veut faire avec des boules d'un petit rayon. Et ensuite, on regarde cette quantité-là. Cette quantité-là, ça correspond donc à la taille de dimension D. L'idée, c'est quoi? C'est si maintenant je prends D égale 1. Si je prends D égale 1, on aimerait que ce soit juste la longueur. Et si ici, je regarde et que je fais la somme des rayons de mes boules, ça fait à peu près la longueur. Si maintenant je prends D égale 2, ça va correspondre à l'air, à un facteur près. Parce que l'air, comme dit, elle est proportionnelle au carré du rayon. Mais l'avantage, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de prendre D entier. Si on prend D entier, on va retomber sur ce qu'on connaît. Si on prend D un nombre réel, en fait, on peut définir donc différentes façons de grandir. Et donc là, maintenant, on peut regarder l'idée de la lime 1, c'est juste, on veut regarder si on fait des petites boules, de quelle façon, en fait, leur nombre et de quelle façon leur nombre augmente à peu près. Et ce dé-là, il va correspondre à cette idée-là. On peut remarquer un truc, c'est que si je prends un carré, je regarde sa mesure de dimension 2, ça va correspondre à son R. Si maintenant je regarde sa mesure de dimension 3, on a dit qu'on a besoin de à peu près 1 sur R carré boule pour le recouvrir. Et si je regarde la somme des R puissance D, mettons que toutes les boules soient de la même taille, on se retrouve du coup avec fois du R au cube. Donc cette quantité-là, c'est à peu près ça. Ça, quand R tend vers 0, ça tend vers l'infini. Du coup, la mesure plus que 2 dimensionnelle d'un carré, en fait, elle va être 0. Dans le sens où si je le regarde en considérant que c'est un objet de dimension plus grande, en fait, il est tout petit. Tout comme l'aire d'un segment, en fait, est 0. Si, par contre, je prends D qui est plus petit que 2, donc là, on a, je sais pas, 2 moins epsilon, on va avoir l'impression que le carré, il est d'une taille infinie. Pourquoi? Parce que cette quantité-là va tendre vers l'infini. Mais l'idée, c'est que voilà, c'est quoi la longueur d'un carré? C'est infini. Si tu regardes, si tu essaies de le couvrir en supposant qu'il y a un ratio de 1,5, ça va être infini aussi. Ok. Ça, c'est la partie la plus technique, je dirais. Mais ça va être plus clair par la suite, on va faire des exemples. Quelques propriétés. Je vous ai dit que c'était une mesure. La première propriété, c'est que c'est en effet une mesure. Ça correspond à la définition formelle de mesure, que du coup, vous voyez soit en analyse 3, soit dans le cours sur la théorie de la mesure. Et elle correspond, dans Rn, elle correspond à la mesure de Lebesgue, qui est la taille qu'on donne aux choses. On a 2 autres propriétés qui sont que si je prends un ensemble et que je fais une dilatation, c'est-à-dire que mon carré, je l'envoie sur un carré qui est 2 fois plus grand, la mesure D-dimensionnelle, elle va être multipliée par lambda puissance D. La mesure 2 d'un carré, si je prends mon carré de côté 1, je le multiplie par 2, j'ai un truc qui est 4 fois plus grand.
Donc, j'aurais bien lambda carré. Si maintenant je regarde la mesure 3 d'un carré, on a dit que c'était 0. Si je fais un carré qui est 2 fois plus grand, ben, sa mesure 3, ça va être 0 aussi. Là, le facteur lambda d est moins important. Et, voilà. Une autre chose à remarquer, c'est que c'est invariant par isométrie. Pourquoi? Juste parce que l'idée, c'est que les isométries, elles se comportent bien avec les boules, et donc cette quantité-là, elle sera bien conservée pour les recouvrements de l'un ou de l'autre. Et ça, c'est un peu ce que je disais avant, c'est-à-dire que il y a en fait un bon nombre, un bon D. Si on prend, si à un moment, notre valeur, elle vaut, mettons, la taille, la mesure, c'est 1. En fait, avant, pour des dés plus petits, on va avoir une mesure infinie, dans le sens où voilà, je considère ça avec une dimension trop petite, donc mon objet est trop grand. Et si je prends un dé qui est plus grand, je regarde avec une dimension trop élevée, et donc mon objet sera 0. Ma taille sera 0, pardon. Et donc là, on voit qu'en fait, il y a un dé particulier. Il y a un dé particulier, et c'est ça qu'on va appeler la dimension de Hausdorff. Donc, la dimension, on n'a qu'à dire que c'est l'inf de ce qui vaut 0. Donc, le plus petit qui satisfait ça. On aurait pu le faire dans l'autre sens. Hein, c'est qui. Deux propriétés, il y en a plein d'autres, mais ce n'est pas le but de séminaire. Les homomorphismes ne préservent pas la dimension. Un homomorphisme, du coup, pour les premières années, c'est juste un isomorphisme sur les espaces topologiques. Et en fait, on a par exemple que l'ensemble de Cantor, il est homéomorphe au segment. Et pourtant, on verra que les deux n'ont pas la même dimension. Et puis, même plus simplement... ouais, non, c'est bon. Et par contre, la mesure était invariante par isométrie. Donc, la dimension est aussi invariante par isométrie. Parce que cette quantité-là ne change pas. Ok. C'est le moment de faire des choses, de resimplifier ce qu'on a fait. Là, on a fait quoi? On a défini une notion de mesure qui caractérise la taille pour tous les réels positifs. Et on a tiré une notion de dimension qui caractérise, en fait, comme on va le voir, à quel point la taille change en fonction de l'échelle. Et donc, on a cette notion, la dimension de Hausdorff. L'idée, c'est de capturer comment la taille change en fonction de l'échelle. Ok. Une dernière petite définition, une similitude, c'est juste une isométrie avec une homothétie, c'est-à-dire qu'on peut déplacer les choses, conserver les distances, et ensuite on multiplie tout par R. Les distances sont juste multipliées par R. Donc un cas, ce qu'on a envie de faire, c'est de, par exemple, prendre cette fractale-là, qui s'appelle le triangle de Sierpinski, et trouver sa dimension. Maintenant, si j'essaye de faire ça avec de le recouvrir, essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme somme, vers quoi ça tend, quel est l'IMINF, ben, ça va être assez douloureux. Ce qu'on remarque, c'est que le triangle de Sierpinski, il est composé de 3 copies de lui-même. Et donc, si j'introduis la notion de similitude juste avant, c'est parce qu'en fait, il est produit en fait par 3 similitudes. C'est-à-dire qu'il y a une similitude qui est je multiplie toutes les longueurs par 1/2. Enfin, c'est juste une homothétie de rapport 1/2 et de centre ce point-là. Pareil pour ici. Pareil pour ici. Et donc, on a cette similarité de rapport 1/2. Et donc ça, en fait, c'est cette idée-là qui motive le théorème suivant, avec les magnifiques ronds sur mon dessin.
Si on a n similitudes, avec des rapports R1, Rn, etc., tels que notre objet est l'union des images par les similitudes de cet objet. L'idée, c'est vraiment ici, le triangle de Sierpinski, c'est l'union de son image par la première similitude, qui ramène tout ici, plus cette similitude-là, plus cette similitude-là. OK. Et donc, bon, ça, c'est juste une condition technique. L'idée, c'est qu'on veut que les intersections entre les images soient petites. Pourquoi? Parce que si on a des grosses intersections, en fait, ça pourrait changer la dimension. Mais voilà, généralement, c'est le cas. Il ne faut pas trop s'en préoccuper. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a que la dimension est la solution de cette équation-là. Donc ça, si on a ça, ça nous donne une façon simple de calculer la dimension. Il suffit de résoudre cette équation. Preuve. La preuve est facile parce que les détails sont laissés au lecteur. Ou plus simplement, je les ai cachés dans les slides d'avant, ne démontrant pas les propriétés de la mesure et de la mesure. Donc si on prend D la dimension, donc on a la dimension de Hausdorff de D de X, qui est donc égale, je remplace juste X par ce que c'est, l'union des similitudes. Ça, c'est égal à la somme des mesures. Pourquoi c'est le cas? En fait, on a très envie de dire que la taille d'une union de plusieurs choses, c'est la somme des tailles. Ça, c'est pas forcément vrai. C'est vrai surtout parce qu'on a ça, c'est-à-dire que les intersections sont vides et que la mesure se comporte bien comme on veut. C'est un exercice assez classique de théorie de la mesure, mais bon, on ne va pas le faire. Et ensuite, si je regarde la taille d'une copie de X, qui a un facteur RI, ben c'est RI puissance D fois la taille du tout. On a dit avant qu'on récupérait ce facteur RI, enfin R puissance D. Donc là, je simplifie ici, et puis on a bien ce qu'on veut. On a 1 qui est égal à la somme des ratios puissance D. Là, on peut faire une petite analogie rapide pour ceux qui prennent Algo en 3e année, avec le master théorème, pour déterminer la complexité d'un algorithme. En fait, le master théorème, il nous dit, pour simplifier, que si j'ai une relation de récurrence qui vérifie ça, alors mon algo, il est en grand taux de n puissance d. Des fois, on a des logs qui apparaissent, mais détail. Et en fait, il y a la même idée derrière les deux choses. Ok, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que pas mal de gens ne connaissent pas ça. Ok, on va simplifier encore une fois, histoire de redescendre un peu sur Terre. Si les rapports, c'est tous les mêmes, et c'est 1 sur R, l'idée, c'est que au lieu de parler de rapport de similitude de rapport 1/2, j'ai envie juste de dire qu'on a des copies qui sont 2 fois plus petites. Donc R, c'est le 2 fois plus petit. Alors la dimension, c'est ça. C'est log de n sur log de R. La preuve, elle est pas intéressante, c'est juste on remplace. Mais je l'ai laissé parce que comme ça fait au moins une preuve formelle et complète dans les slides. Ce qui est important de remarquer, c'est ça. C'est que ça nous dit que la dimension, c'est vraiment comment la taille, donc n, c'est le nombre de copies, comment la taille change par rapport au ratio. C'est-à-dire que si on prend des choses qui sont 2 fois plus petites, là, on va avoir un truc qui est puissance d fois 2 puissance d fois plus grand. Et ça, c'est vraiment la chose à retenir. Si on regarde sur des exemples, pour le triangle de Sierpinski, on a dit qu'on avait 3 copies qui sont chacune 2 fois plus petites en termes de base.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend donc ce triangle de Sierpinski, hop, et on fait le même avec une base qui est 2 fois plus grande. Ben, la taille, elle est 3 fois plus grande parce qu'on a 3 copies. Et donc, on a 3 qui est égal à 2 puissance la dimension. La dimension, c'est comment on fait pour passer justement de cette quantité. La base, c'est la longueur unidimensionnelle. Comment on fait pour passer à la taille? Ben ça, c'est la question de la dimension. Et donc, D, c'est égal à log 2 de 3. Okay. Ce qui fait à peu près 1,58. Ok, bon, ça c'est un nombre. Qu'est-ce qu'il décrit? Il décrit justement, quand on change d'échelle, comment la taille change. Je vois que j'ai plus beaucoup de temps, mais que j'ai encore plein de choses à dire, et peut-être les choses les plus accessibles et les plus intéressantes. Donc on va essayer de faire ça. Si on fait pareil pour l'ensemble de Cantor, on voit qu'il est composé de 2 copies de lui-même, celle-là et celle-là, qui sont 3 fois plus petites. Donc, comment est-ce qu'il se comporte par rapport au changement d'échelle? Ben, il a une dimension de ln de 2 sur ln de 3. Maintenant, je vais passer quelques slides, parce qu'il y a des trucs sympas que je veux dire après. On vient sur la côte de la Grande-Bretagne, parce que ça, c'est l'exemple classique. Ça, c'est donc les données que Richardson a collectées sur les longueurs des côtes. On a le log de la distance entre les points pour mesurer la longueur des côtes. Et là, c'est le log de la longueur de la côte. Donc, si on prend des points qui sont distants de 10 km, par exemple pour la Grande-Bretagne, on trouve 10 puissance 3,5 km pour la longueur. Si on prend des points qui sont distants de 10 000, non, 1000 km, on trouve une longueur de la côte qui est 1000 km. Et là, on est donc à 5000. Non, 3000. Bref. Ce qu'on remarque surtout, c'est que ça fait vraiment des droites. C'est que, en fait, empiriquement, on a bien cette notion d'abord de la longueur de ma côte. C'est quelque chose qui est mal défini. Parce que selon l'échelle, en fait, ça grandit et puis ça grandit jusqu'à l'infini. Donc, on ne peut pas dire la longueur de la côte, c'est 1000 km, parce que si tu prends des échelles plus petites, elle grandit. Et ce qu'on voit, c'est que si on fait pareil, mais pour le cercle, ici, ça c'est la ligne du cercle, en fait, ça converge vers une valeur. Ça, c'est le fait que le cercle est smooth, mais pas les côtes. Et donc, on peut noter, par exemple, que la dimension de la côte de la Grande-Bretagne, c'est 1,25. Donc, si on veut faire des routes qui sont 2 fois plus proches du bord, elles vont être 2 puissance 1,25 fois plus longues. Et l'Afrique du Sud, elle est de dimension 1,02. C'est-à-dire que c'est presque lisse, presque de dimension 1, la côte. Et donc, c'est le pays le moins fractal, la côte la moins fractale du monde, littéralement. OK. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des fractales, du coup? Rapidement, on peut revenir dessus un peu après la fin du séminaire, s'il y en a qui sont curieux. On peut faire de la cuisine. Ça, c'est des brocolis qui sont des fractales, parce que si on regarde une branche de brocoli et qu'on zoome, en fait, on a pareil que le brocoli en entier. On peut faire des films et des jeux vidéo. Ça, c'est une image de synthèse qui a été calculée par un ordinateur, et il y a des fractales qui apparaissent à énormément d'endroits là-dedans, que ce soit pour l'eau, pour les montagnes, les structures du paysage, les nuages, l'élévation du terrain, etc. C'est quelque chose que les fractales permettent bien de faire. Ça, c'est une autre avec un terrain en forme d'ensemble de Mandelbrot. Voilà.
On peut faire de la biologie. Et on peut étudier les poumons. Je vais faire ce dernier exemple avant d'arrêter parce qu'il est assez pertinent, je trouve. Pendant longtemps, les médecins avaient des idées très vagues de quelle était la surface des poumons. Mais pour un poumon, ce qui est important, c'est sa surface. C'est là que l'oxygène passe dans le sang. Et donc son volume, on s'en fout. Et donc si on considère la taille d'un poumon, le volume d'un poumon, c'est à peu près T3. Parce que voilà, il prend, mettons, chez un animal, 20% de son volume. Le volume, c'est un volume, donc c'est en cube. Et la surface, si un poumon était une sphère, en un sens, ce serait le pire possible. Pourquoi? Parce que la sphère, c'est l'objet qui minimise la surface par rapport au volume. Alors qu'un poumon, c'est l'inverse. On veut maximiser la surface pour le moins de volume possible. Qu'est-ce que viennent faire les fractales dedans? En fait, le poumon, comme il est fait, il y a plein de bifurcations, de branchements où il y a 2 branches à chaque fois qui se séparent. Et il y en a 23 niveaux. C'est-à-dire qu'entre votre gorge et les plus petites séparations, il y a 23 ordres de grandeur. C'est énorme. C'est énorme. Et ça, en fait, donc ça, c'est chez l'humain. Et ça bifurque jusqu'à ce que les canaux aient atteint une taille de 2 micromètres. Pourquoi? En fait, c'est la taille à laquelle l'oxygène se déplace plus très bien dans de tels canaux. Et donc, pour tous les animaux qui ont des poumons, on a cette structure-là. Maintenant, le besoin en oxygène, il est proportionnel au volume d'une personne, parce qu'il est proportionnel à la quantité de sang et de muscles. Et donc, il faudrait que la surface du poumon soit aussi proportionnelle au volume. En fait, et donc il faudrait que la surface d'un poumon soit proportionnelle à son volume. Pour éviter que chez les grands individus, les poumons aient besoin de prendre beaucoup plus de surface pour assurer l'apport d'oxygène. Si on regarde un poumon de souris par rapport à un poumon d'humain, ils prennent à peu près la même taille dans le corps. Alors que si c'était juste une surface, un poumon d'humain devrait être 30 fois plus gros, par exemple, qu'un poumon de souris. Et donc, ça, ce serait un peu problématique parce que ce serait juste un poumon vivant. Et ça n'a pas beaucoup de sens. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que déjà, la nature, c'est incroyable. Et les poumons se comportent justement presque comme des volumes. C'est-à-dire que la surface d'un poumon est de dimension 2,97. Et donc, c'est quelque chose qui se comporte, c'est une surface qui se comporte littéralement comme un volume, à 0,03 près. Voilà. J'ai fini. Les fractales, on peut les utiliser partout. Si vous voulez rester, on peut parler d'un peu de n'importe lequel de ces sujets, parce que c'est assez intéressant, sauf celui-là. Et voilà, merci à vous. Et puis, petit résumé. Il me reste le temps? Ou vous avez cours? Non, il est 5. J'ai encore le temps. L'idée derrière les fractales, c'est de comprendre cette notion d'échelle. On a du coup 2 concepts, celui de mesure, qui correspond à la taille des choses. Donc on a la mesure de Hausdorff. Et on a cette idée de dimension qui correspond à comment la taille change en fonction de l'échelle. Voilà, ça c'est à quoi servent les fractales techniquement. Maintenant, il y a d'autres utilisations. Ça vous permet d'avoir des contre-exemples en analyse, en topologie, en géométrie et probablement dans d'autres matières auxquelles je n'ai pas pensé, parce que c'est justement des propriétés qui, des fois, sont un peu contre-intuitives. Les poumons, on a vu que c'est une surface qui se comporte comme un volume. De base, on a l'impression que surface et volume sont 2 choses différentes. Mais en fait, on peut très bien remplir le plan avec une courbe ou l'espace avec une surface.
Et c'est un peu gênant conceptuellement parfois, mais c'est des choses qui existent. Et puis les fractales sont un peu partout. CF, la slide d'avant qu'on n'a pas détaillée. Pour conclure, j'aimerais citer une dernière fois Benoît Mandelbrot, qui est donc le père des fractales, du concept de fractal, qui, lorsqu'il a eu le Ig Nobel en 2006, a dû résumer ce que c'était son sujet de recherche en 7 mots. Et donc, il nous a dit, avec un accent qui est probablement un peu meilleur que le mien, que les fractales, c'était beautiful, damn hard, increasingly useful. That's fractals. Voilà, ça, c'est son résumé en 7 mots. Merci. S'il y a des questions, allez-y. J'imagine, parce que je suis pour le moment allé assez vite. Je ne vois pas les questions. Ah. Oh, mais il y a plein de trucs dans le chat. Alors. Salut, quand tu parlais de recouvrir la ligne avec des boules de rayon entières, tu as dit que certains considéraient qu'on pourrait le recouvrir ça devrait être 4 boules à la place de 3. Ah oui. Alors, on est où? C'est dans les dimensions. Ouais. Si tu prends des... Ça, c'est juste un détail. C'est juste si tu prends... si tu as un segment Diego, il y a un carré en plein milieu du... Ah, nice. Bon, on va le mettre là. C'est le chat. Si tu prends 3 boules qui ont un rayon 1/3, en fait, et que tu les mets côte à côte, comme tu prends des boules ouvertes, en fait, il va manquer 2 points. Il va manquer le point qui est entre les... Oups, si je clique, ça change de slide. Qui est entre les boules. Et du coup, en fait, techniquement, tu en as besoin d'une 4e pour être sûr que tous les points soient... D'accord. Donc, c'est une question d'intervalle ouvert. Ouais, c'est juste une question d'intervalle ouvert. Genre, si tu fais 3 comme ça, de longueur 1/3, tu vois, elles ne peuvent pas se recouvrir. Et puis là, tu as un point qui manque. Là, tu as un point qui manque. C'est vraiment juste un détail. L'idée, c'est que l'ordre de grandeur, c'est 1 sur le rayon, quoi. Ouais. Ok. Et donc, pour les fractales sur les cratères, tu as quoi à dire là-dessus? Pour les fractales, sur les cratères, j'ai malheureusement pas grand-chose à dire dessus. C'était plus sur la partie... en astrologie, c'est plus sur la partie sur... non, c'est pas là. Sur l'univers que je connais. Pourquoi j'ai un dessin dégueulasse en plein milieu? C'est malheureusement plus la partie sur ouais, sur l'univers. Ceci dit, les cratères, l'idée, c'est quoi? C'est si tu regardes par exemple la Lune, il y a des gros cratères, dedans il y a des petits cratères, et dedans il y a d'autres petits cratères qui correspondent en fait à tous les impacts de météorites. Et l'idée, c'est que si tu regardes ça, donc il y a cette idée de fractal, de changement d'échelle où il y a des choses qui se répètent. Et donc, en gardant seulement quelques échelles, par exemple, tu peux du coup calculer la dimension, et ça te permet d'avoir des données que tu n'as pas. Par exemple, tu peux en déduire le nombre de données de tout petits cratères de taille, je sais pas, 1 mètre, alors que ça, c'est impossible à faire à la main, tu vois. Ok, 1 mètre, ça devrait être possible. Et tu peux aussi en déduire des choses du coup sur l'activité des météorites, etc. Ok. Je ne sais pas si ça te... Ouais, merci beaucoup. Hello. J'ai une question sur la définition de la dimension topologique. Tu avais dit que c'était... Là. Oui, alors... disons, un triangle, par exemple, c'est de dimension 2. Oui, c'est moi. Par contre, si on prend un recouvrement avec 3 boules, une qui est située dans chaque coin du triangle, alors il n'y a pas de sous-recouvrement plus précis que ça. Ce qu'il y a, c'est que tu prends un raffinement.
en fait. Ah, un raffinement. Du coup, dans un raffinement, tu t'autorises à prendre des ouverts plus petits. Ah, ouais, ok. Et du coup, celui-là, en fait, tu pourrais le faire passer. Alors, comment on fait ça? Ah non, mais de toute façon, c'est bon parce que 3. Là chaque point est contenu dans au plus 3 ouverts, donc on est de dimension 2. Ah, ouais, ok. Et ça passe. Maintenant, si tu fais pareil avec un carré, tu vois, donc on a un carré, et ton argument du coup très bien. Là, on a des points qui sont contenus dans 4 trucs. Mon dessin est dégueulasse. Mais l'idée, si tu me suis encore, c'est que cet ouvert, tu peux le prendre plus petit, c'est du raffinement. Ouais, je vois. C'est-à-dire que je peux rapetissir quelques ouverts. Ouais. Et ouais. Et tu pourras toujours t'arranger. Ouais, je pensais que c'était seulement des sous-recouvrements. Du coup, ça répond à la question. Non. Jeff demande c'est quoi le B dans Benoît B. Mandelbrot. Le B dans Benoît B. Mandelbrot, il veut dire Benoît B. Mandelbrot. Voilà. Merci Jefferson. Aucun problème, merci beaucoup pour ta réponse, ça m'éclaire. On peut utiliser des fractales dans les crêpes aussi. Alors, il y a moyen que ça se rapporte à... Alors, si par ça tu veux dire, Mathieu, de mettre des brocolis dans les crêpes, je te déconseille vivement. J'ai pas testé, mais j'ai pas envie, et je te propose qu'on fasse pas ça dans notre prochaine soirée crêpes. Maintenant, je sais pas. Ce qu'il y a, c'est que les fractales, il y a besoin de cette idée de changement d'échelle. Si tu as quelque chose qui est juste, qui a un phénomène qui se passe juste à une certaine échelle, il n'y a pas de raison de parler de fractal, parce qu'en fait, c'est juste pas ça qui intéresse les... je vais changer de slide parce que je viens de voir qu'il n'y a qu'un seul à faire rapidement. C'est pas ça qui intéresse les fractales. Et du coup, pour les crêpes, à la limite, tu pourrais peut-être utiliser sur les tâches de genre d'uniformisation que tu as à la cuisson. Tu vois, tu as des trucs qui font un peu style créateur de la lune. Mais... Je fais juste un petit coucou, oh là là. Coucou. Voilà. D'autres questions? Tu vois ma présentation. Et un truc que j'ai du coup pas trop eu le temps de mettre l'accent dessus, c'est qu'avec les fractales, on peut faire des jolis dessins. Et selon, je sais pas à quel point vous êtes chaud, mais en fait, la semaine prochaine, il n'y a pas encore de séminaire. Donc un truc qui pourrait être que je pourrais faire, c'est faire un séminaire sur comment dessiner des images comme ça, et où en fait on coderait un petit programme qui dessine l'ensemble des Mandelbrot, juste pour vous montrer que c'est extrêmement facile, et que ce qu'on fait en ICC, ça sert à quelque chose.